Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. À la primature ce mardi, le gouvernement ivoirien a réaffirmé ce 1er décembre son engagement à prendre à bras-le-corps le problème de l'insertion des jeunes. C'était dans le cadre d'une réunion interministérielle relative au recrutement de fonctionnaires et agents de l'État, une rencontre présidée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Toujours ce mardi, l'Assemblée nationale a voté 5 projets de loi en plénière, des projets parmi lesquels le budget de l'État et le système statistique national. Au même moment, les groupes parlementaires de l'opposition s'abstenaient de participer aux travaux de la plénière ouverte. Et puis nous irons dans la commune de Tiasalé où le maire a décidé de mettre fin aux cotisations COGES pour l'année scolaire 2020-2021. Tiomoko Antoine Assalé entend reverser des subventions à chaque école de sa commune pour pallier le manque à gagner. Un vrai cas d'école à découvrir dans ce journal avec notre reporter Didier Nguessan. Merci de suivre RTI 1. L'insertion des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement et les jeunes en âge de travailler représentent une population de 10 millions. Des propos du ministre Mamadou Touré, accompagné de ses pairs en charge de l'emploi jeune à la primature ce mardi. Sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ils ont été reçus par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La rencontre a été l'occasion pour le chef du gouvernement et ses collaborateurs de réaffirmer la volonté du président Ouattara de faire de l'emploi des jeunes la priorité de son nouveau quinquennat. Plus de détails avec Issa Chonayeo. L'emploi des jeunes, une priorité du président de la République, Alassane Ouattara, pour le nouveau quinquennat. Sur son initiative, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé avec des ministres en charge de l'emploi des jeunes à la primature ce mardi. On est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours et moins de 10% donc, de ces candidats sont admis donc, aux différents concours. Donc ce n'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit donc, à l'effet, en liaison avec tous les autres secteurs, tous les autres ministères, donc, de réfléchir à une vraie stratégie qui nous permettrait donc, d'adresser réellement donc, la question donc, de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. Le ministre Touré Mamadou assure que les moyens seront mis à la disposition des jeunes afin de permettre leur insertion dans le monde du travail. L'idée, donc, c'est de viser au bas mot 2 millions donc, de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc, de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et même des opportunités en termes d'apprentissage. Donc, nous allons avec son cabinet travailler et pour que très rapidement, nous puissions lui soumettre donc, les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Les ministres en charge de l'emploi des jeunes ont convenu très rapidement de faire des propositions concrètes au président de la République, Alassane Ouattara, pour résoudre efficacement le problème de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Sur la table des députés ce mardi à l'Assemblée nationale, 5 projets de loi votés en plénière, des projets de loi liés à la haute autorité de la bonne gouvernance, au système statistique national et surtout au budget de l'État. Au cours de la plénière, l'objection de suspension de la séance soulevée par le groupe parlementaire PDCI-RDA en protestation contre les procédures judiciaires engagées contre quelques députés inculpés pour sédition n'a pas eu d'écho favorable auprès de l'hémicycle. En revanche, le groupe parlementaire Rassemblement a donné sa caution au budget de l'État. Il a encouragé le chef de l'exécutif à poursuivre ses grands chantiers de développement. Lansine Bakayoko. L'organisation du système statistique national, la prorogation du mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, la loi de règlement pour 2019, la loi rectificative du budget de 2020 et la loi de finances de 2021 sont les 5 projets de loi votés par l'Assemblée nationale en sa séance plénière de ce mardi 1er décembre 2021. Mais le texte qui aura suscité le plus d'intérêt est celui portant budget pour l'année 2021. On a voté ce budget pour permettre au chef de l'État de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, permettre aux Ivoiriens de connaître un peu l'épanouissement et permettre aussi au président Alassane Ouattara de continuer les infrastructures qu'il a déjà commencé depuis le début de sa gouvernance dans notre pays.
Pour la réalisation de tous ces investissements ainsi que pour le fonctionnement de l'État, le gouvernement a prévu un budget d'environ 8 400 milliards de francs CFA. Un budget optimiste dans un contexte de contraction de l'économie mondiale en raison du choc de la pandémie et des restrictions des chaînes d'approvisionnement. Mais un budget tout de même réaliste au regard du potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'efficacité de la gouvernance de ses dirigeants. Nous ne voulons pas être pessimistes. Le président a toujours été optimiste et vous avez vu les résultats. On ne pouvait pas reculer, mais vous verrez que malgré la pandémie que nous avons, nous allons rebondir. Donc le budget, il est normal. Cette séance plénière a enregistré une mobilisation exemplaire des députés, notamment ceux appartenant à la mouvance présidentielle. Cette mobilisation indique l'engagement des députés envers l'action du président de la République. Nous l'avons voté en toute connaissance de cause. Il faut préciser que le groupe parlementaire PDCI-RDA a soulevé une objection de suspension des séances, notamment en protestation contre les procédures judiciaires engagées vis-à-vis de quelques députés de l'opposition inculpés pour sédition. Cette objection sous forme de préalable n'a pas eu d'écho favorable auprès de la Chambre basse du Parlement. Je vous le disais il y a quelques instants, en ouverture de ce journal, la rentrée des classes implique pour les parents d'élèves des dépenses financières non contrôlées. Au nombre de celles-ci, les frais de COGES institués dans les écoles, les collèges et les lycées. Ces cotisations prévues pour l'entretien des établissements et qui font beaucoup jaser. Dans la commune de Tiasalé, par exemple, on n'en parlera plus. Désormais, le conseil municipal a décidé de prendre en charge les travaux de réparation et de gestion quotidienne des écoles. Mais combien va coûter cette initiative à la mairie? Qu'en pensent les parents d'élèves et le monde éducatif? Notre reporter Didier Nguessan revient de Tiasalé avec des réponses à nos questions. Voici son reportage. À peine débutée, l'année scolaire 2020-2021 est menacée de perturbations. Pour cause, certains parents d'élèves jugent de plus en plus exorbitantes les cotisations par élève imposées par les comités de gestion des établissements scolaires, COGES. Face au risque de perturbation des cours, une commune a décidé de réagir. Il s'agit de Tiasalé, situé à 106 km d'Abidjan. Le conseil municipal a décidé de prendre en charge tous les frais des comités de gestion des établissements scolaires dans les 23 écoles primaires et 8 établissements préscolaires que compte la commune de Tiasalé. Il ressort de nos investigations que les frais de COGES additionnés aux frais annexes reviennent très cher aux parents. Par la loi sur les transferts de compétences, les maires et les présidents des conseils régionaux sont responsables de la gestion, de la construction des bâtiments dans les écoles primaires et dans les lycées et collèges pour les conseils régionaux. Alors, ce transfert de compétences-là, il est accompagné d'une subvention financière que l'État envoie aux collectivités pour les aider à gérer les écoles. Malheureusement, la subvention ne vient pas à temps, ou bien quand elle arrive, elle est très infime. Par conséquent, les élus locaux ont décroché. Mais il n'empêche qu'une partie de l'argent arrive. Et donc, nous, à Tiasalé, devant les difficultés des parents et devant les crises que cette affaire de COGES crée chaque année à l'entrée scolaire, le conseil municipal, en tout cas sous notre instruction, a décidé de supprimer dans la commune de Tiasalé, en tout cas sur tout le territoire de la commune, l'ensemble des cotisations COGES. La mairie joue maintenant son rôle puisque c'est une compétence qui est transférée. Le maire décide de récupérer la compétence qu'on lui a transférée et d'exercer effectivement ce pouvoir-là en gérant l'école sur son territoire. Voilà le sens de la décision que nous avons prise. Un engagement qui coûte à la commune 20 millions de francs CFA par an. De quoi soulager les parents d'élèves satisfaits de cette initiative du conseil municipal. C'est une très bonne initiative que la mairie décide d'aider les parents d'élèves que nous sommes. Nous aimerions aussi que les autres villes aussi de la Côte d'Ivoire fassent aussi de même. Il a bien fait de penser aux parents d'élèves de Tiasalé. C'est particulier à Tiasalé. On espère qu'en tant que parents, que cela perdure. Les gestionnaires des COGES sont également soulagés. Désormais, ils présentent directement leurs besoins à la mairie. Ces portes-là ont été refaites parce que les poignées, tout était défectueux.
ça a été entièrement refait, ainsi que les anciens bâtiments. Même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres écoles derrière, c'est un groupe scolaire de 6 établissements. Vraiment, tous les travaux ont été refaits. Tous les petits soucis que nous avions, nous mettions au moins 3 à 4 mois pour pouvoir les résoudre. En 72 heures, la mairie nous a permis de colmater ces brèches-là. Pour la première année, c'est trouvé que nous avons 3 classes qui étaient décoiffées, les toilettes étaient décoiffées. L'école s'était trouvée dans un état de délabrement très avancé, qui nous a aidés à pouvoir financer les travaux de réhabilitation. Le recouvrement des cotisations auprès des parents était souvent une pomme de discorde entre les acteurs de l'éducation. Les directeurs d'école sont aujourd'hui déchargés de ce fardeau à Tia-Salé. Nous sommes là pour l'administration, la pédagogie, c'est bon. Mais si nous sommes engagés comme des agents de recouvrement, des collecteurs, et si l'argent ne rentre pas, on nous poursuit à tout moment, vraiment je pense que cela nous a arraché beaucoup de choses, ça nous a beaucoup débarrassé des poursuites. Et même, je voudrais dire que même, ce n'est pas à Tia-Salé, mais il y a des directeurs d'école qui ont été démis pour n'avoir pas versé la totalité d'argent. Sous prétexte qu'ils ont dépensé leur argent, l'argent des enfants, les enfants ont payé, les enfants n'ont pas payé. Il y a d'autres qui ont été démis pour ça. Et donc maintenant, je crois que toute cette histoire-là ne va plus se répéter. Cette initiative du maire Assalé Tiemoko et de son conseil municipal a toutefois des limites. Elle ne concerne point les lycées et collèges, la municipalité n'ayant pas compétence sur les établissements secondaires qui sont du ressort du conseil régional. Il faut que les choses soient claires. Il ne faudrait pas que les parents qui ont des enfants au secondaire et des enfants au primaire disent au primaire on ne paye rien, donc moi je ne paye pas au secondaire puisque le maire prend tout en charge. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas comprendre cela comme ça. Celui qui est au collège, qui a des enfants au collège, paye ses cotisations au collège. Celui qui a ses enfants au primaire dans la commune de Tia-Salé ne paye rien. Dans le secondaire, les parents d'élèves continueront donc de mettre la main à la poche pour faire face aux frais COJES, à moins que les hommes de la mairie au primaire ne fassent des émules. C'est du moins le vœu du préfet de département. Nous pensons que tous les conseils régionaux doivent pouvoir budgétiser tout ce qui est frais, COJES et ANES. Cela éviterait, j'en suis sûr, les perturbations que nous enregistrons chaque année au cours des années scolaires. En prenant en charge les cotisations des parents d'élèves au préscolaire et au primaire, le conseil municipal de Tia-Salé contribue à sa manière au développement du système éducatif. Il jette ainsi un pavé dans la mare des frais COJES. Espérons que les hommes de Tia-Salé deviennent un cas d'école. Le reportage de Didier Nguessan retrouvé sur toute notre plateforme d'information. On continue à parler d'éducation. 60 écoles primaires du département de Ouangolo-Dougou viennent de recevoir un don composé de manuels scolaires et pédagogiques, un don à mettre à l'actif du député de la circonscription qui entend poursuivre ses efforts à l'endroit des élèves, mais surtout des parents. Le reportage de Kader Sogodogo. Cours de l'école primaire publique à Ouangolo-So. Cérémonie de remise de dons au profit des écoliers du département de Ouangolo-Dougou. On y trouve un peu de tout. Manuel scolaire pour apprenants et enseignants. La traditionnelle craie qui sert au tableau, comme sur une ardoise, est en quantité suffisante pour dispenser les parents de son achat. Le don est du député de Ouangolo-Dougou. Nous avons pour devoir de soutenir l'école, car en le faisant, nous prolongeons l'éducation de nos enfants. Tout en réitérant mon engagement au service des populations de Ouangolo-Dougou, j'aimerais vous rassurer de mon entière disponibilité à contribuer au bien-être de nos enfants. Un geste apprécié à sa juste valeur. Hier, c'était des kits qui nous a remis pour le peuple Farako. Avant-hier, c'était des splits qui m'a remis pour le bureau. Aujourd'hui, c'est des kits encore qu'il me remet. Malheureusement, la langue qui est la nôtre n'a que ce petit mot pour dire merci. L'inspection de l'enseignement primaire de Ouangolo-Dougou compte 60 écoles. Chacune d'elles recevra sa part.
Autre chose à présent, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année, une célébration mondiale qui se veut le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le slogan de l'édition 2020 qui a aussi permis de commémorer les victimes de maladies liées au sida. À Abidjan, c'est la commune de Port-Boué qui a été choisie pour abriter la cérémonie. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. La Côte d'Ivoire a célébré la 33e journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre dans la commune de Port-Boué. La cérémonie officielle, présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a enregistré la participation des agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et d'autres partenaires comme l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et les ONG nationales et internationales. Pour Aka Oulé, l'objectif est de sensibiliser l'opinion nationale sur les nouveaux enjeux et défis de la lutte de l'infection à VIH. Le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur des États-Unis ont ensemble relevé une baisse de 52% des décès liés au VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, sur les 10 dernières années, on a réussi à diviser par 2 le nombre d'infections liées au sida et le nombre de décès. Le deuxième message, c'est de dire qu'il faut continuer parce que malgré tous ces progrès, il y a encore l'année dernière 12 000 personnes à peu près qui sont mortes du sida en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, depuis 17 ans, nous avons investi quelque 1,7 milliard de dollars dans cette seule lutte. Et nous avons un partenariat efficace avec, bien sûr, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les Nations Unies. Et de plus en plus, nous cherchons à impliquer les leaders religieux et traditionnels, surtout pour lutter contre la stigmatisation qui persiste. Des défilés et l'investiture du comité communal des membres de la commune de Port-Boué ont mis fin à la célébration de la 33e journée mondiale de lutte contre le sida. On continue à parler de santé et justement toute la rédaction de RTI 1 reste mobilisée pour vous donner en temps réel les informations sur la Covid-19. On fait le point de la journée dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 1er décembre 2020, 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 453 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 1er décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 334 cas confirmés, dont 20 981 personnes guéries, 132 décès et 221 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 218 660. 2 jours durant et sur tous les sites du groupe RTI en collaboration avec l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication, une opération de don de sang s'est déroulée. En toile de fond, il s'agissait pour ce grand groupe de médias et son partenaire de l'ISTC de répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine pour sauver des vies. L'éclairage de Sephora Zegui. Le directeur général, ses proches collaborateurs et tous les agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne ont répondu présents à l'appel du ministère de la Communication et des Médias pour sauver des vies. Sans contrepartie, ces agents du siège de Fréquence 2, de Radio Côte d'Ivoire, de la 3 et de RTI Boaké ont volontairement décidé d'agir en donnant leur sang. Vu que dans le monde, nous entendons des femmes enceintes qui manquent de sang, des enfants atteints du cancer, en tant qu'entreprise citoyenne RTI, j'avais voulu donner au moins mon sang pour que ces enfants, ces femmes qui manquent de sang à l'accouchement puissent avoir le sourire. Ma tante était hospitalisée. Il lui fallait du sang. C'était un week-end. Il n'y avait pas de sang. Et j'ai été personnellement interpellée. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je donne mon sang. Cette collecte de sang va permettre non seulement à la RTI de redonner le sourire à des patients atteints de cancer, de drépanocytose et des accidentés, mais également de confirmer son label de première entreprise citoyenne. C'est extrêmement important de soutenir le Centre national de transfusion sanguine et de soutenir par la même occasion l'ensemble de la population et chacun de nous, parce que nous sommes à la fois donneurs et bénéficiaires du sang. Aujourd'hui, il y a un déficit important. La RTI, aujourd'hui, s'est engagée dans cette œuvre nationale et va accompagner le CNTS pour que la population soit sensibilisée et se mobilise pour qu'ensemble, nous relevions le défi.
Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, entend pérenniser cette initiative par la création d'un club de donneurs au sein de l'entreprise. Nous avons à la RTI une direction des ressources humaines qui met l'accent sur l'aspect social et nous entendons faire en sorte que nous ayons un club actif de donneurs bénévoles de sang de la RTI et des structures associées. Et donc, nous allons tout mettre en œuvre pour tenir la réalité de ce club, le rendre fonctionnel et faire en sorte que nous puissions donner régulièrement du sang. Les besoins en produits sanguins de la Côte d'Ivoire sont énormes. 60% de la consommation du sang vient du couple mère-enfant, d'où l'importance des séances de collecte de sang pour la pérennisation de l'humanité. Des opérations de ce genre organisées par des structures comme la RTI, comme le ministère, les institutions comme le ministère des médias sont les bienvenus. Et c'est ce que nous encourageons, que chaque organisation en Côte d'Ivoire, dans un geste de solidarité, dans un patriotisme, accepte de participer à cet élan du don de sang, à cet élan de générosité. Le besoin de la Côte d'Ivoire en produits sanguins est estimé à 260 000 poches de sang l'année. Les dons effectués par les bénévoles ont permis au Centre national de transfusion sanguine d'atteindre 160 000 poches de sang par an. Un gap de 100 000 poches de sang reste à relever. Et pour aider le CNTS à atteindre ses objectifs, la radiodiffusion télévision ivoirienne compte recueillir plus de 500 unités du 1er au 2 décembre sur tous ses sites. Du matériel médical offert au centre hospitalier universitaire CHU de Boaké, le don de l'ONG Oukadema et ses partenaires français est composé de lits spécialisés, de réactifs et de bien d'autres intrants. Un don qui vient faciliter la prise en charge des patients démunis dans cette structure de référence. Kader Sogodogo. Des lits de nouvelle génération, des glucomètres et bien d'autres matériels. Tels sont les dons de l'ONG Oukadema et de ses partenaires au centre hospitalier universitaire de Boaké. Donc nous sommes ici ce matin au nom de l'ONG Oukadema faire des dons symboliques mais qui viennent à point nommé parce que le CHU a toujours des besoins. Et si chacun peut faire le peu qu'on peut faire, c'est sûr que nous arriverons tôt ou tard à combler les besoins. Pour les responsables du CHU de Boaké, cette action est appréciée à sa juste valeur. C'est un bon départ pour nous et nous voulons, au nom de la direction, compter avec sa détermination à satisfaire la santé de la population de Boaké et nous aussi nous ferons de telle sorte que ce don soit utilisé à bon escient. Autorités préfectorales et élus ne sont pas en reste. Inviter tous ceux qui sont de Boaké, qui soient loin ou d'ici, qui viennent faire ce que Oukadema et son équipe viennent de faire. Parce que Boaké a besoin de ça. Je voudrais donc féliciter l'ONG avec son président et tous ses membres et souhaiter que ce qui a commencé continue pour pouvoir le CHU de matériel nécessaire pour soulager la population. Cette action sociale de l'ONG Oukadema va se poursuivre dans les formations sanitaires urbaines de Boaké, où des glucomètres seront offerts pour permettre le dépistage du diabète. Retour à Abidjan, où le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a ouvert ce mardi 1er décembre 2020 un atelier de formation à l'intention de plusieurs directeurs régionaux de son département. Au nombre de 31, ces directeurs répartis sur toute l'étendue du territoire national seront formés à la maîtrise de certains outils et à l'élaboration de rapports d'activité. Il s'agit à terme de renforcer leur efficacité sur le terrain pour une meilleure transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Le compte-rendu de Jean-Luc Mambo. Ils sont à la tête des 31 directions régionales de l'agriculture réparties sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont effectué le déplacement à Abidjan pour suivre 3 jours durant une formation qui devrait les aider à améliorer la qualité de leurs services. Il s'agira donc de donner aux participants les outils nécessaires qui les aideront à assurer convenablement la collecte, le traitement et la transmission des données et informations fiables avec célérité et en temps réel.
Des ressources humaines qualifiées pour contribuer à une transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, tel est à terme l'objectif du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Vous êtes chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des activités agricoles dans nos régions respectives. À ce titre, vous assurez la remontée des données et informations fiables vers l'administration centrale qui permettent la prise de décision au profit des acteurs du secteur agricole. Cet atelier de formation est également l'occasion de faire l'état des lieux des 31 directions régionales du pays et de définir les perspectives. Les gestionnaires du parc national de Taï et l'ensemble des parties prenantes ont dressé le bilan de l'exercice 2020. Ils se sont également projetés sur l'année à venir. Les 10 premiers mois de l'année 2020 affichent un taux de réalisation effectif des activités estimé à 53% contre 83% attendu, avec une performance de 66%. 48 heures de travaux intenses en présence du directeur général de l'OIPR ainsi que d'un représentant du ministère en charge de l'environnement. On en parle avec Abou Sanogo. Les acteurs engagés dans la conservation de ce site classé sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO se réunissent chaque année pour faire le bilan de l'ensemble des activités planifiées au titre de l'année en cours. Les 6 programmes de gestion ont été passés au crible. Ce sont la surveillance, le suivi écologique, la gestion participative et l'appui au développement local, la communication et l'écotourisme, les infrastructures et le management. Ainsi, au titre du bilan, il faut noter l'impact négatif de la COVID-19 sur les activités de gestion, notamment sur l'écotourisme pour lequel aucun visiteur n'a été enregistré depuis la fin du premier trimestre. Cependant, de nombreux acquis ont été réalisés. Il s'agit entre autres de l'appui apporté aux riverains, pour lesquels, dans le cadre du projet d'investissement forestier, 3 fermes d'élevage de cabris et une coopérative d'élevage de poulets traditionnels ont été financés à hauteur de 22 millions de francs CFA. Des mesures ont été prises pour contribuer à la restauration de couverts forestiers du domaine rural, avec la production et la distribution d'environ 20 000 plants d'arbres forestiers dans les localités riveraines du parc. Ainsi, s'agissant du bilan des 10 premiers mois de l'année, le taux de réalisation effectif des activités a été estimé à 53% contre 83% attendu, avec une performance de 66%. Le parc national de Taï est en bonne santé et la couverture forestière était là et que le biomonitoring nous a démontré qu'il y a plusieurs espèces qui sont à l'intérieur de ce parc-là qui sont encore viables. Mais comme vous le savez, en matière de gestion, il faut toujours chercher à améliorer. Donc nous sommes passés au stade de planification pour 2021. L'innovation, c'est qu'on a dit qu'il faut pousser nos actions envers les populations riveraines parce que principalement ce sont ces populations qui nous aident à la conservation de l'espace. La deuxième journée a été réservée à la planification des activités pour l'année 2021. Cette planification s'est basée sur les principaux acquis, mais également sur les leçons tirées des difficultés rencontrées au cours de l'année en cours. Séances plénières et activités de groupe ont marqué ces 2 journées d'intenses travaux, à l'issue desquelles l'équipe du lieutenant-colonel Abdoulaye Diarra-Souba, directeur de zone sud-ouest de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, est sorti avec un nouveau plan d'opération exécutable dès 2021. Et on termine ce journal sur une note politique. La direction régionale de campagne du candidat Alassane Ouattara dans la Bagoué, avec à sa tête le ministre Bruno Nabayekone, a exprimé sa reconnaissance aux militants, reconnaissance exprimée également à l'ensemble des populations de cette région pour la victoire écrasante de son candidat dans le premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Depuis le stade Lohoro de Bundiali, la correspondance d'Ami Sissoko. L'heure est à la fête dans la Bagoué après le pari réussi de la victoire du candidat du RHDP au scrutin d'octobre dernier, avec un taux de participation de plus de 90% et un suffrage exprimé de 97,18% en faveur du président Alassane Ouattara. Le plébiscite fait par les populations au président de la République a permis à la région de la Bagoué de faire partie du peloton de tête des régions ayant exprimé plus de suffrages en faveur du candidat du RHDP. La coordination régionale traduit donc sa gratitude aux populations.
Ensemble, nous avons fait le choix pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire dans un environnement apaisé. Et pour cela, je voudrais dire merci à toutes, merci à tous, merci à tous les cadres de la région. Chacun à sa manière s'est investi pour cette victoire. Je voudrais remercier spécialement la jeunesse régionale, car nous les avons vus sur le terrain. Nous avons vu les jeunes sur le terrain, nous avons également vu nos mamans, les femmes qui se sont battues pour qu'on ait ce score-là. Je remercie également les chefs des palais prières, ce qui nous a permis de tenir cette élection sans violence. Une occasion pour le premier responsable régional du parti d'exhorter les populations à se mettre en ordre de bataille pour rééditer cet exploit aux futures échéances électorales. Le ministre Bruno Nabagno-Koné a félicité tous les acteurs de cette victoire. Notre résultat a surtout été le fruit de la cohésion. C'est un travail en commun qui a permis ce résultat. Ça veut dire que quand les fils et les filles de la Bagoué décident de travailler ensemble, le résultat est toujours positif. La célébration de la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara et de remerciements aux populations a permis de faire 2 heureux bénéficiaires de 500 000 francs chacun, histoire de les soutenir dans leur quotidien ou dans la réalisation de leurs projets. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'info reprend toute sa place demain matin à 6h30 avec Régis Kofi. L'édition de 13h sera l'affaire de Juliette Ouéa. Bonsoir.